Salut tout le monde, salam alaikum, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien, content de vous retrouver pour cette chronique hebdomadaire, bien sûr, avec Jacob Cohen. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors, les amis, je vous invite, s'il vous plaît, pour celles et ceux qui suivent sur TikTok ou sur les autres plateformes, à partager, bien sûr. Et comme d'habitude, vous avez la possibilité d'interagir sur le sujet. Et aussi, je voudrais évoquer quelque chose avant que vous commenciez, Monsieur Cohen. C'est, Oui, on arrive à la fin de l'année. On arrive à oui, la fin de l'année. Et je vous rappelle juste que j'avais mis en ligne depuis le début de l'année 2024 avec un organisme qui permet ceci. C'était donc une cagnotte pour la fameuse sœur Nabila Kilani, qui fait donc un travail humanitaire en Palestine. Et donc, cette cagnotte sera bouclée au 31 décembre. Et du coup, j'invite les amis, celles et ceux qui veulent participer, faire un geste pour notre sœur Nabila Kilani, qui fait donc ce travail humanitaire, à, euh, à partager, pourquoi pas, la cagnotte. Je vous la mettrai dans le bandeau. Ou alors, si vous pouvez faire un petit geste, faites-le. Donc, elle sera clôturée au 31 décembre et le montant de la cagnotte sera reversé en intégralité à notre sœur Nabila Kilani. Voilà, Monsieur Cohen, donc je vous laisse aller oui, sur le sujet qu'on a évoqué ensemble et bien sûr, comme d'habitude, des intervenants pourront interagir. Voilà. oui. En fait, on assiste à ce qu'on n'avait pas peut-être pas vu vraiment, mais avec les informations qui arrivent, euh, il semble que la Turquie a joué un rôle militaire très important dans la chute du régime d'Assad. Bon, d'abord, j'ai eu des nouveaux témoignages, enfin, de nouvelles interventions, comme quoi la situation en Syrie était très difficile, c'est-à-dire les sanctions renforcées par Trump en 2019 avaient mis le pays à genoux. C'est-à-dire que les militaires n'étaient pas payés, beaucoup de militaires versaient des pots de vin à leurs officiers pour pouvoir aller travailler, aider leurs familles, etc. Les officiers supérieurs, pareil, c'est-à-dire cherchaient par tous les moyens à grappiller de l'argent. Assad n'a pas voulu intervenir pour corriger le tir, ce qui fait que les Iraniens étaient un peu, d'ailleurs, on a un témoignage il y avait une garnison des gardiens de la Révolution à Alep qui n'ont pas combattu pour repousser les islamistes. C'est-à-dire que déjà dès Alep, euh, l'Iran a levé a levé le frein et n'a pas voulu vraiment s'engager parce qu'il se disait, enfin, je veux dire, le régime d'Assad était de moins en moins fiable, de même que la réintégration de la Syrie dans le monde arabe était une réintégration de façade qui a pu donner peut-être des illusions au président syrien, à l'ex-président syrien. Et donc, en fait, il y a eu une décision, à quel niveau, entre quels pays. Bon, on peut imaginer le pire, c'est-à-dire que la Turquie, en fait, a joué un rôle. Euh, il y aurait eu des centaines, sinon des milliers de soldats turcs euh, qui ont participé au combat, soit en dirigeant, soit en donnant des conseils, etc. Et donc, la Turquie s'est révélée un, un, acteur de la région euh, qui, qui veut retrouver. Vous savez que la Turquie a occupé le Moyen-Orient pratiquement jusqu'en Algérie, enfin l'Algérie jusqu'en 1830, mais le Moyen-Orient, l'Égypte, etc., la Syrie, la Palestine, jusqu'en 1918. Et donc, aujourd'hui, les rêves nationalistes, les ambitions nationalistes de la Turquie se réveillent.
le régime turc considère Alep comme une ancienne ville sous influence turque. Et donc, il y a des appétits turcs qui se réveillent et qui voudraient récupérer une bonne partie de la Syrie. Et ne laissant en fait l'image que la Syrie va laisser à l'avenir, c'est que peut-être probablement plus de la moitié de la Syrie sera réoccupée soit directement, soit indirectement pour sauver les apparences par la Turquie, en attendant peut-être d'organiser des référendums et de se dire, bon voilà, ces terres reviennent à la mère patrie. Bon, peut-être ça ne se fera pas tout de suite, probablement, mais disons, ils vont entamer le processus. Et par le sud-ouest, Israël n'occupera pas beaucoup de territoire, mais suffisamment quand même pour agrandir la conquête du Golan, au moins doubler le territoire conquis. Et notamment, ce qui est très important, c'est l'autre versant du mont Hermon. Et il ne resterait qu'une espèce de califat à Damas, et avec la région des Alaouites sur la côte. Et tout cela, semble-t-il, avec la bénédiction des monarchies du Golfe, notamment du Qatar, qui auraient, et ça c'est très difficile à admettre, mais enfin la réalité, il faut la dire, hein. Bachar el-Assad aurait, d'après des articles, la presse turque et britannique, aurait négocié avec Israël la sécurité de son départ, de sa fuite en Russie, ce qui confirme ce que j'avais dit la semaine dernière, c'est-à-dire que Bachar el-Assad n'a jamais voulu se battre réellement. Voilà. En fait, il s'était leurré dans une espèce de posture nationaliste qui a fini, il n'a pas compris, enfin, ou il n'a pas voulu comprendre, ou il n'a pas eu le courage d'affronter la réalité qui est celle-ci. Voilà. Il n'y a pas de place désormais au Moyen-Orient pour un régime nationaliste, même si ce régime a tout fait pour se soumettre à la volonté israélienne. Voilà. C'est-à-dire, il a accepté de se laisser bombarder chaque semaine. Il a accepté quasiment, enfin, il n'a jamais osé la moindre résistance face à Israël. Tout ce qu'il demandait, c'est qu'on le laisse en paix, diriger son régime, mais il avait ce parfum nationaliste qui gênait et et pour lequel Israël, l'Amérique, etc., avaient juré sa perte et le démantèlement. Et ça, malheureusement, il ne l'a pas compris, et malgré les sanctions qui le mettaient à genoux, à plat, il croyait encore. Voilà, enfin, et malheureusement, pourquoi j'ai dit le monde arabe face à l'impérialisme israélo-turc, c'est que voilà un pays arabe, enfin un pays à l'histoire millénaire, à l'histoire qui devrait toucher le cœur du monde arabo-musulman quand même, Damas. Eh bien, c'est un pays qui va se laisser dépecer avec soit la bénédiction, soit l'impuissance du monde arabe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et d'ailleurs, les rumeurs, je l'avais dit, hein, je l'avais annoncé, que l'Arabie saoudite renouera ou établira des relations diplomatiques avec Israël sans obtenir, évidemment, je veux dire, aucun pays arabe ne peut pas obtenir la création d'un État palestinien. Cela relève du rêve absolu. Voilà, donc c'est même pas la peine de rêver.
Et donc, il y a de fortes chances qu'à l'arrivée de Trump, l'Arabie saoudite normalisera ses relations avec Israël. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le monde arabe, en dehors de quelques pays comme l'Algérie, mais l'Algérie est loin du théâtre des opérations, c'est un cas à part, disons. C'est-à-dire c'est un pays qui a euh, euh, qui, qui, qui a une consistance nationale, économique, culturelle, historique solide sur laquelle il peut se reposer avec des ressources qui lui permettent de voir venir, d'être indépendant. Et donc, c'est un pays contre lequel on peut pas établir des sanctions. Et donc, il y a le Yémen, la partie du Yémen qui résiste, mais pour le reste, malheureusement, le monde arabe, il est confronté à ce choix, c'est-à-dire, il sait qu'il doit se soumettre, voilà. Et il n'a pas le choix, l'Égypte n'a pas le choix, l'Arabie saoudite n'a pas le choix, les monarchies du Golfe n'ont pas le choix. Et malheureusement, le drame des régimes du monde arabe, c'est qu'il est dirigé par des régimes qui sont la plupart du temps illégitimes, c'est-à-dire qui ne sont pas l'expression du peuple, des besoins du peuple, de l'ambition du peuple arabe. Les ambitions des peuples arabes, c'est l'indépendance, l'autonomie, la souveraineté, la dignité, voilà. Et de chasser le sionisme, de chasser l'impérialisme. Et malheureusement, et malheureusement, cette nation arabe a des dirigeants qui sont à l'opposé de ses ambitions, c'est-à-dire des régimes qui ne cherchent qu'à profiter de leur situation, au besoin par la force, en opprimant. Vous savez, on parle beaucoup du régime syrien sur les droits de l'homme, les prisonniers, etc. Mais est-ce que vous savez ce qui se passe en Égypte? C'est un régime de terreur en l'Égypte. Et seulement, c'est un pays qui est soumis à l'idéologie, enfin, qui est soumis au sionisme, et donc il ne faut pas en parler. Voilà. Et donc, ces régimes, malheureusement, ils sont là au service de l'axe américano-sioniste. Voilà. Pour maîtriser leur peuple, leur propre peuple. Si on laissait les peuples arabes s'exprimer, ils choisiraient des dirigeants à la manière des Houthis ou de Morsi. Ça veut dire des dirigeants qui les mèneraient au combat. Et ils sont prêts au combat. Et ils peuvent gagner. Regardez, rien que l'exemple des Houthis, c'est admirable. Ou du Hezbollah. Avec peu de soldats, mais bien entraînés, bien motivés, on peut faire beaucoup de choses. Et donc, malheureusement, on a un monde arabe qui sombre encore un peu plus dans la soumission. Pas seulement la soumission, c'est que, en fait, ce sont des pays le monde arabe, la plupart des pays arabes maintenant, ce sont des pays qui n'ont plus de souveraineté ni politique, ni économique, ni idéologique. Ils savent que, voilà, bon, ils sont à la merci de la puissance sioniste. Et aujourd'hui, ils ont en face d'eux une autre puissance. C'est la puissance turque, l'impérialisme turc qui se réveille et qui le déclare, enfin quasiment ouvertement, c'est-à-dire il veut récupérer son influence d'antan, c'est-à-dire non seulement une bonne partie de la Syrie, mais une partie de l'Irak aussi. Et malheureusement, je ne vois pas ce qui pourrait arrêter cet impérialisme turc. Ce ne sont pas les Israéliens qui le feraient d'ailleurs, parce que, à mon avis, aujourd'hui, ils s'entendent, Israël et la Turquie s'entendent comme de la renfort. Et donc, probablement qu'ils ont mené
cette action sur la Syrie depuis 1 an, ils l'ont planifié. Et malheureusement, les autres pays arabes ils n'ont qu'à bien se tenir, voilà. Et donc, on assiste à un axe, à mon avis en tout cas, cela c'est vu, un axe israélo-turc qui se développe en Syrie, peut-être même en Irak, et pourquoi pas pour affaiblir l'Iran à l'avenir. Voilà, les perspectives ne sont pas malheureusement ne sont pas roses, ne sont pas brillantes pour la révolution, pour la Palestine. Et malheureusement, les Palestiniens vont encore subir et payer un prix très lourd. Et voilà, bon, il y aura personne qui viendra à leur secours. Et voilà, c'est l'impérialisme triomphant qui déploie ses ailes, ses ambitions dans un Moyen-Orient encore plus dominé par l'impérialisme occidental avec ses deux meneurs, la Turquie et Israël. Voilà. Bon, s'il y a des questions. Oui, alors, bonsoir à tous, je salue tout le monde pour les arrivants. Monsieur Cohen, Oui, réellement, est-ce qu'il était considéré comme un soutien à la Palestine, Bachar el-Assad? mais pas du tout. Vous savez, je vais vous dire, euh, euh, la Syrie, je vais vous dire la lâcheté des pays arabes. Je vais vous la dire. Vous savez, il y avait des guérilleros palestiniens, des fédayines à l'époque, on les appelait, le FPLP, le FDLP, etc., qui se battaient de Syrie, de Jordanie, d'Égypte, etc. Et en 69, ces pays ne souhaitaient plus avoir des résistants palestiniens sur leur sol. Pourquoi? Parce que les Israéliens prenaient prétexte d'une attaque, mettons, entre guillemets terroriste, enfin de la résistance palestinienne, pour bombarder ces pays. Donc, ces pays, la Ligue arabe s'est réunie en 69 et avait adopté les accords de Taïf. Les accords de Taïf consistent en quoi? C'est-à-dire, on dit, on oblige le Liban, qui est le maillon faible de la Ligue arabe, à accepter la résistance palestinienne sur son territoire. Et donc, vous imaginez ce qui s'est passé, la guerre civile à partir de 1975, etc. Mais la Syrie, c'est un pays qui a interdit pendant 40 ans ou plus, en tout cas depuis 1973, qui a interdit aux résistants palestiniens de tirer le moindre coup de feu sur Israël. Voilà. Donc, vous savez, bon, je m'arrête là pour ne pas dire certaines choses sur ces régimes arabes, encore un peu plus. La situation est suffisamment triste et dégueulasse, mais c'est dire que si vous me posez la question sur la Syrie, qu'est-ce qu'on appelle aider les Palestiniens? Bon, il y avait des camps, il y avait peut-être des Palestiniens qui se formaient, et encore, je ne suis pas certain, parce qu'il aurait suffi qu'Israël lui dise bon, je ne veux pas qu'il y ait des Palestiniens qui se préparent militairement à me combattre, pour que la Syrie, d'ailleurs, après 1973, n'a jamais été un pays qui accueillait des guérilleros palestiniens. Les Palestiniens sont allés au Liban et on a vu les problèmes qui ont été créés par la suite. Voilà. Alors, très bien, merci, Monsieur Cohen. Alors, je rappelle, les amis, comme je vais un peu le marteler un peu pendant cette émission, hein, comme je l'ai expliqué, donc
en début d'émission, il y a une cagnotte qui est en ligne pour notre sœur Nabila Kilani. Je vous invite, s'il vous plaît, à partager le lien que vous voyez en bandeau là. Et si vous pouvez y participer, n'hésitez pas. Donc, c'est pour notre sœur qui fait un travail humanitaire, qui était dans le nord de la bande de Gaza. Et du coup, cette cagnotte arrive à terme, donc le 31 décembre, et tout lui sera reversé. Donc, je vous invite, s'il vous plaît, ceux qui sont ici ou même sur TikTok, vous avez la possibilité aussi, vous avez le lien sur mon profil. N'hésitez pas à faire ce petit geste, les amis. Monsieur Cohen, concernant toujours la Oui, Syrie, donc il y aurait oui. des bruits qui courent que l'armée israélienne est aux portes de Damas, disons à quelques kilomètres. Qu'en pensez-vous? Oui, elle est à une vingtaine de kilomètres, mais à mon avis, elle ne fera pas l'erreur ou la connerie d'entrer à Damas. D'abord, qu'est-ce qu'elle irait y faire? Euh, non, c'est juste, bon, ils ont pris un certain territoire. À mon avis, à une vingtaine de kilomètres. Bon, on ne peut pas savoir exactement, à une vingtaine de kilomètres de Damas, mais c'est juste pour dire, bon, voilà, on est là, euh, mais, enfin, je veux dire, c'est totalement absurde pour eux. D'abord, ça révéler une résistance, alors que jusqu'à présent, le régime installé à Damas, bon, soi-disant, enfin, de djihadistes révolutionnaires, ils ont fait des tas de déclarations pour dire qu'ils ont envie de vivre en paix avec Israël. Enfin, ils ont fait toutes les déclarations possibles et imaginables pour montrer leur bonne volonté. Mais c'est juste pour Israël, à mon avis, c'est un moyen de dire voilà, on est là et faites attention, on peut intervenir. Mais ils ne feront jamais l'erreur d'entrer à Damas. Très bien. Alors, j'ai un premier intervenant. Je vais m'assurer qu'il est bien monté pour poser une question. Ako, bonsoir. Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir Monsieur Cohen. Bonsoir. Ma question était la suivante, c'était sur les suites du conflit qui se passe au Moyen-Orient. Est-ce que ça peut déraper plus que ça l'est déjà actuellement? Alors, à mon avis, non. Alors, pour la raison suivante, c'est-à-dire que en dehors de l'Iran, aucun pays, bon, il y a le Yémen, bien sûr, qui lance de temps en temps des missiles, qui touchent d'ailleurs le territoire israélien, mais le Yémen a subi il y a deux soirs, dans la nuit du mercredi à jeudi, une série de bombardements, enfin très très violents, voilà, des dizaines de bombardements par missile, par avion, etc. Et donc, les yeux se tournent vers. Bon, il y a l'Irak, mais enfin, le Hezbollah, il est dans une situation délicate. En Irak, je ne pense pas qu'ils peuvent faire quelque chose. Donc, les yeux sont tournés vers l'Iran. Or, à mon avis, l'Iran a joué un rôle assez trouble, a priori, dans la chute de Bachar el-Assad. C'est-à-dire, l'Iran n'a pas soutenu le régime comme on pensait qu'il le ferait. Voilà. Tout à l'heure, j'ai dit que les gardiens de la révolution avaient évacué Alep sans combattre et que, enfin, je veux dire, leurs conseillers, leurs troupes ont évité le combat. Voilà. Et d'ailleurs, le Hezbollah aussi, qui en général obéit à Téhéran. Donc, les yeux se tournent vers l'Iran. Or, l'Iran, à mon avis, aujourd'hui, il évitera, enfin, je l'ai toujours dit d'ailleurs, mais il n'est pas du tout dans l'intérêt de l'Iran de se battre, enfin, de s'engager dans un conflit de grande envergure. Voilà. D'abord, il a perdu un allié, enfin, en tout cas, l'axe Syrie-Hezbollah, qui est quand même important. Et il est
entouré aujourd'hui par des forces hostiles, c'est-à-dire on peut ajouter la Turquie, hein. Et donc l'Iran évitera à tout prix, cherche une solution négociée, c'est-à-dire une espèce de retour au traité, à l'accord qui a été signé en 2015 grâce à Obama, qui levait les sanctions et qui, comment dire, qui laissait le contrôle du développement nucléaire à l'AIEA. Un accord qui a été dénoncé par Trump en 2018. Et donc, à mon avis, l'Iran se trouve dans une position délicate, c'est-à-dire c'est le pays qui sait qu'il est dans la ligne de mire et qui n'a pas intérêt à se montrer trop, trop agressif. Cela dit, s'il est attaqué, il répondra, c'est évident. Il a de quoi, mais il ne cherchera pas la bagarre, voilà. Et donc, à mon avis, les autres pays comme Israël, les alliés, peut-être la Turquie, peut-être l'Amérique non plus, ils ne vont pas chercher non plus la confrontation. Ils vont probablement chercher des moyens indirects d'affaiblir l'Iran, soit par des proxys, par exemple en utilisant des troupes, des groupes hostiles stationnés en Azerbaïdjan, en Irak, des troubles internes, par exemple, sur le plan religieux. Donc, à mon avis, c'est plutôt à ça qu'on doit s'attendre, mais pas à un conflit généralisé. Voilà. Excusez-moi, mon micro, voilà. Donc je disais, Monsieur Cohen, qu'en est-il des pays donc qui ont normalisé la situation par rapport à la Palestine? Et bon, bien sûr, il y avait l'Arabie Saoudite surtout parce elle avait un peu gelé cette avancée par rapport à la normalisation. Oui. Alors, qu'en est-il des pays qui ont déjà normalisé et Oui, qu'en l'Arabie est-il Saoudite? ouais, voilà, Bon, et en les pays qui l'occurrence, ont, l'Arabie Saoudite qui, elle, avait gelé l'avancée par rapport à cette normalisation. Il y a les des pays qui ont conditions pour normalisé, qu'elle voilà. les pays qui ont normalisé, ils ne peuvent pas revenir en arrière. Parce que ça serait presque un casus belli, ça serait presque une déclaration de guerre à l'Amérique et à Israël. Et donc, je veux dire, je n'aimerais pas être à la place du prince comment dire, de la République, la République arabe unie, par exemple, ou du Maroc. Donc, en général, ces pays sont ou la Jordanie. Euh, Ça m'a fait un peu sourire aujourd'hui ou hier. Le roi de Jordanie a dit qu'il pourrait rompre le traité de paix. Enfin bon, il a dit un petit peu pour calmer son opinion, mais jamais il ne ferait une chose pareille. Ces pays sont de moins en moins d'ailleurs libres de leur mouvement. Voilà. Ils sont engagés dans un processus et ils iront la mort dans l'âme s'il le faut, mais ils iront jusqu'au bout, à moins d'un bouleversement euh, inattendu et violent qui touchera toute la région. L'Arabie saoudite, bon, elle avait gelé et en ce moment, il y a pas mal de rumeurs, des informations qui sortent, comme quoi les négociations sont en cours pour établir cette fameuse normalisation. Et à mon avis, la première priorité de Trump, c'est d'avoir cette normalisation entre l'Arabie saoudite et Israël. Trump fera de telles pressions sur l'Arabie saoudite, je vois mal ce pays résister à cette normalisation. Et bon, l'Arabie saoudite obtiendra une déclaration de principe
qu'il y aura, enfin qu'on ira vers un État palestinien dans un certain délai. Bon, mais sans plus. Et malheureusement, je crois pas. Vous savez, je pense que l'Arabie Saoudite, malgré son ouverture vers les BRICS, vers le dialogue avec l'Iran, je pense que l'Arabie Saoudite est consciente de ses faiblesses, c'est-à-dire de sa vulnérabilité plutôt face à Israël et à l'Amérique. C'est-à-dire que c'est un pays qui n'a pas les reins solides pour s'opposer à des actions israéliennes ou américaines. Même contre MBS, hein, enfin je veux dire, vous savez, ils peuvent lui ressortir l'affaire du journaliste Khashoggi qui a été assassiné dans un consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul pour le faire poursuivre par la CPI. Je veux dire, ils sont capables de tout. Enfin, ou ils peuvent le faire assassiner, etc. Donc, les Saoudiens savent qu'ils n'ont pas vraiment, ils ne sont pas à l'abri, voilà, des pressions israélo-américaines. Et donc, s'il faut passer par là pour garder leur statut, leurs privilèges, etc., eh bien, il faut se soumettre et accepter la normalisation. Et à mon avis, c'est ce qui va se passer d'ailleurs. Voilà. Oui, alors on sait que la condition principale, c'est bien sûr la situation en Palestine, mais d'un autre côté, ce serait avantageux, j'ai envie de dire, entre guillemets, pour eux, d'être alliés potentiels avec Israël par rapport à la sécurité régionale, par rapport comment dire, sur la coopération économique et tout ça. Donc c'est pour ça que pour l'instant, c'est mon avis, je pense que c'est la Palestine qui va peser sur la balance. Oui, Mais, évidemment. Oui. c'est-à-dire que d'un autre côté, elle a beaucoup à y perdre si elle ne normalise pas. Voilà. Est-ce que c'est un peu juste ce que je dis Enfin, voilà, voilà. Oui, oui, elle a tout à gagner. Regardez les Émirats arabes unis, c'est un petit pays, mais qui a acquis une influence extraordinaire. Et certains même disent qu'il copie, il adopte le schéma sioniste pour étendre son influence en Afrique, etc. Et donc, ils ont tout à gagner à être objectivement parlant et cyniquement parlant, ils ont tout à gagner d'une alliance avec Israël. Voilà. D'abord, ils assurent une sécurité à leur régime, ils ont accès à des renseignements, du matériel militaire de pointe, etc. Et ils assurent la sécurité, la stabilité de leur régime. Et c'est ça qui compte pour eux. Bon, la Palestine, malheureusement, c'est un point de détail qu'ils oublieront, sur lequel on reviendra dans les sommets arabes pour faire croire qu'on s'occupe de ça. Mais en fait, voilà, ils ne peuvent rien faire sur ce plan. Alors, il y avait une question dans le chat, je vais vous la lire. Donc, question, Monsieur Cohen, on a assisté ces derniers jours à des affrontements entre les éléments de l'autorité palestinienne et les éléments de mouvement de résistance en Cisjordanie. Oui. Vous en pensez quoi? Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, j'ai fait un post sur ça, sur Telegram, il y a 2-3 jours. Et c'est-à-dire que l'autorité palestinienne a envoyé des centaines de ses soldats ou policiers, appelons-le comme on veut, à Jenin, en particulier à Jenin, et elle a engagé des combats assez violents. D'ailleurs, je ne sais pas s'ils sont arrêtés, je ne suis pas renseigné là-dessus, mais a priori, c'était vraiment des combats violents pour combattre les militants du Hamas, les groupes armés du Hamas, etc. Et donc, bon, probablement que sur instruction israélienne ou américaine, ils ont dû dire à Mahmoud Abbas, écoute, il faut que tu participes, hein, si tu veux garder ton statut de comment dire,
d'esclave numéro un du sionisme. Voilà. Et malheureusement, vous savez, l'autorité palestinienne, c'est la police, c'est le régime de collaboration, voilà, au sens où on l'entend habituellement, c'est-à-dire qui collabore, qui assure la sécurité des colons en Cisjordanie, et il vient de le montrer avec cette action qu'il a menée pendant 2 ou 3 jours d'ailleurs. Hein. C'était une action très violente qu'il a menée à Jenin. Alors, il y avait une autre question. En quoi le régime Assad était nationaliste et pourquoi cela dérangeait les Occidentaux et Israël? Parce que un régime nationaliste, c'est un régime. Enfin, vous savez, les grands régimes qui ont été abattus, c'était des régimes nationalistes, c'est-à-dire qui promouvaient, qui appelaient à l'unité du peuple arabe, qui appelait au redressement de la nation arabe, à son indépendance, à son autonomie, à sa dignité, à son intégrité, etc. Donc, et ça, c'était insupportable. C'est-à-dire, la nation arabe, enfin, pour Israël, pour l'Amérique, ces discours devaient cesser. Même si la Syrie ne faisait rien pour combattre le sionisme, mais si vous voulez, c'était un centre de rayonnement de l'idéologie nationaliste. Voilà. Et c'est cela qui était reproché au régime d'Assad. Enfin, reproché, c'est-à-dire qu'on voulait détruire, qu'on voulait déraciner. Ça veut dire on veut enlever aux Arabes même le désir de s'émanciper, de devenir indépendant, de combattre l'impérialisme, etc. Voilà. Et donc, ce mouvement nationaliste qui a connu une ampleur extraordinaire dans les années 50, 60, etc., 70, a commencé à diminuer et aujourd'hui, c'est vrai que malgré ce qu'on peut dire, enfin malgré ce que j'ai dit sur le régime d'Assad qui n'a jamais voulu combattre réellement le sionisme, Israël, etc., mais il avait cette attitude et cette préparation guerrière. C'est-à-dire qu'il n'avait quand même pas baissé les bras. Voilà. Il n'a pas dit je capitule. Voilà. Et en fait, et ça, ça dérange. Voilà. En fait, ce que l'axe américano-sioniste attend des régimes arabes, c'est qu'ils capitulent. Voilà. Bon, qu'ils prononcent de temps en temps, nous sommes pour la solution à 2 États, ça, on leur permet de le dire. Voilà. Mais pas plus. Voilà. Voilà. Alors, très bien, merci. Alors, on va faire un petit point, monsieur. Qu'en est-il de la situation à l'heure actuelle en Palestine, sur la bande de Gaza et tout ça vous avez un petit peu suivi? Alors, la bande de Gaza, a priori, les négociations sur les otages seraient sur le point d'aboutir. En tout cas, ce que j'entends depuis quelques jours, c'est très difficile enfin, bon, bien sûr, parce qu'à la propagande israélienne, le Hamas ne dit pas grand-chose. Ou alors, moi, je n'ai pas accès à ce qu'il dit, ou à mon avis, le Hamas doit dire des choses, mais à travers le Qatar ou à travers des voix qu'on ne peut pas entendre ici. Par contre, si on entend. Mais vous savez, il y a déjà eu des rumeurs, mais apparemment, enfin, je veux dire, il semble que d'abord, la résistance du Hamas, elle continue, ce qui est quand même remarquable. C'est vraiment remarquable. C'est-à-dire, malgré les destructions, enfin, tous les coups portés, les contrôles, la division du territoire en 3 parties, enfin, peut-être pas chaque jour, mais régulièrement, peut-être une fois chaque jour ou tous les 2 jours, il y a un soldat ou 2 soldats, etc., qui sont tués par une action de résistance. Mais bon, enfin,
c'est tout ce que je peux dire pour le moment, mais il semble quand même que, comment dire, c'est un travail de. Il y a un étau, hein, l'étau se resserre, l'étau israélien se resserre, Israël paye un prix, quand même continue à payer un prix pour cette guerre, mais il semble que les Israéliens continuent leur politique de destruction, de terreur, en espérant, enfin ils espèrent, enfin en tout cas ils escomptent un effondrement total. Voilà. Or, il semble que le Hamas trouve des ressources, ou enfin le Hamas et d'autres groupes probablement de résistance, trouvent des ressources pour recruter, pour s'organiser. Moi, je trouve ça incroyable, c'est fantastique. Voilà, la situation, bon, elle n'est pas, pour les Palestiniens, elle n'est pas, comment dire, elle n'est pas rose, elle n'est pas extraordinaire. Et même cette résistance, je ne sais pas combien de temps elle peut durer, mais quand même, jusqu'à présent, elle dure. Et ils n'ont pas lâché, voilà. Ils n'ont pas baissé les bras, et c'est extraordinaire. Alors, très bien. Alors, j'ai notre ami Gilles qui est avec nous. Gilles, bonsoir, bonjour. Oui, bonjour à tous. C'est toujours un plaisir de retrouver Monsieur Bonjour. Cohen. Je suis un fidèle serviteur. Alors, je serai très bref, hein, parce que je sais que je dois laisser la parole à d'autres intervenants. Et en faisant mes propres recherches, Monsieur Cohen, il y a le Monsieur Abou Mohamed en Syrie. J'ai fait mes propres recherches. Al-Jalani, on dirait qu'il serait israélien, ou il serait un agent, ou c'est un sayanim. Alors, je me posais la question de savoir, est-ce que lui-même n'est pas aussi téléguidé par les services secrets du Mossad? Parce que peut-être que vous avez en parlé, mais j'ai pris la conversation en cours de route. Alors, quelle est votre analyse sur celui qui est maintenant, on l'appelle le maître de la Syrie? Merci en tout cas. Alors, juste Monsieur Cohen. Alors, attends, mute-toi s'il te plaît. Voilà. Alors, hop. Pour compléter la question là de Gilles, il y a une délégation américaine qui s'est rendue en Syrie aujourd'hui. Oui, oui. Voilà, donc allez-y, je vous laisse répondre. Oui, non. Alors, au départ, tous ces mouvements, Daesh, enfin, djihad, machin, sont des créations américaines, des services de renseignement anglo-saxons. Voilà. Et d'ailleurs, enfin, leur création a commencé avec l'occupation de l'Afghanistan par les troupes soviétiques. Et c'est là où l'Amérique a créé ce groupe de moudjahidines, des milliers de moudjahidines, mais à l'époque, ils avaient une très bonne presse. Et depuis, évidemment, tous ces groupes, vous savez, un jour, un ancien Premier ministre israélien, Ehud Barak, avait dit dans un accès de sincérité, de franchise, qu'on lui a reproché après, il avait dit, c'était un ancien chef d'état-major et un ancien Premier ministre, donc il sait de quoi il parle. Et il avait dit, vous savez, si on voulait, en 2-3 jours, on peut les éliminer quasiment, parce que ce sont des gens qui circulent sur des terres désertiques, donc sans protection, et en jeep, en voiture, etc., enfin en Toyota, vous savez. Donc si on voulait vraiment, on pourrait s'en débarrasser en 2-3 jours. On lui a reproché d'avoir été aussi franc, et ces déclarations ont été oubliées. Donc il faut partir du principe que ces mouvements, ils ont à leur tête soit des agents israéliens ou américains, ou des agents retournés, c'est-à-dire des Arabes, soit d'origine syrienne ou yéménite, ce qu'on veut, mais retournés, c'est-à-dire qui acceptent de travailler pour le Mossad ou pour la CIA. Et donc, ils savent, et ces mouvements, et d'ailleurs, vous remarquerez que ces mouvements ne combattent
n'ont jamais combattu Israël, n'ont jamais combattu aux côtés des Palestiniens, ni aux côtés du Hezbollah, n'ont jamais combattu dans des pays qui ont signé la paix avec Israël. Et d'ailleurs, par exemple, c'est ça la crainte de l'Arabie saoudite. Si elle ne signe pas la paix, on peut lui envoyer 5 000 ou 10 000 djihadistes. Ce n'est pas difficile. Et donc, en fait, c'est une armée, oui, c'est une force armée irrégulière qui n'a pas de statut, mais qui obéit à ceux qui les payent ou à ceux qui les contrôlent. C'est-à-dire les Turcs pour le nord, les Israéliens, les Américains, etc. Après, moi, je ne suis qu'un simple observateur, et un petit observateur ne peut pas dire tel ou tel est un agent du Mossad. Là, il faut vraiment être dans les services de renseignement haut niveau pour le savoir. Mais si ce n'est pas un agent, c'est un homme retourné ou c'est quelqu'un qui travaille main dans la main avec les services secrets. Al-Joulani est quelqu'un qui a préparé depuis, a priori maintenant on peut le dire, depuis plusieurs mois, sinon 1 an ou 2, il a préparé le coup, mais avec les Turcs, avec les Israéliens, avec la CIA, etc. Très bien. Gilles, tu veux rebondir? Tu as quelque chose, une autre question peut-être? Non, pas vraiment. En fait, je veux remercier M. Cohen parce que il a dit je ne suis qu'un simple observateur. Mais en fait, moi, je voudrais plutôt dire qu'il est un grand analyste géopolitique et son avis est toujours pertinent. J'ai dit et j'ai terminé. Merci à toi, Gilles. Voilà. Alors, j'ai David qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Cohen. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Monsieur Cohen. Oui. La nouvelle régime en Syrie, elle peut être stabilisée les jours qui viennent. Alors, j'ai compris la question. Monsieur Cohen, vous pensez que la chute de Bachar el-Assad et la nouvelle Syrie peut être assez stable rapidement? Ah, pas du tout. Oui, Au contraire, c'est la porte ouverte au chaos. Et ça arrange les Turcs, ça arrange les Israéliens. C'est-à-dire, en fait, lorsqu'il y a le chaos, qu'est-ce qui gênait avec Assad et la Syrie? C'était un pays stable. C'est-à-dire, il n'était pas facilement contrôlable, manipulable. Voilà. Alors que s'il y a le chaos, eh ben, il y a des groupes armés différents, on peut jouer celui-là contre celui-là, on peut couper les vivres à celui-là, on peut attaquer celui-là, etc. Donc, en fait, un chaos contrôlé, évidemment, un chaos contrôlé permet à ceux qui tirent les ficelles de jouer soit la stabilité, soit la violence, soit l'apaisement, en fonction de leurs intérêts et en fonction de leurs ambitions territoriales, etc. Voilà. Très bien. Monsieur David, une autre question peut-être? Non, merci. Tout mes respects à M. Cohen. Vous nous parlez d'où, David, s'il vous plaît? De l'Algérie. D'accord, donc c'était David qui nous parlait d'Algérie. Merci à vous. Merci, bonsoir à tout le monde. Alors, il y avait une autre question que j'ai vu passer. Donc, non, une petite analyse là, Monsieur Cohen, concernant donc bien sûr la Syrie toujours, et le fait qu'elle était soutenue, non, qu'elle n'avait pas soutenu le Hamas et le Hezbollah, qui avaient accepté le gazoduc qatari. Donc, c'était la condition. Si la Syrie n'avait pas soutenu le Hamas ou le Hezbollah, qui avait accepté le gazoduc qatari, Bachar serait toujours en place. Non, en fait, c'est-à-dire, on a. C'est quoi soutenir d'abord déjà? La Syrie permettait effectivement le passage
du matériel iranien, du matériel militaire, et vers le Liban, vers le Hezbollah. Bon, donc il y avait des échanges. Le Hezbollah soutenait le régime, soutenait le régime syrien, mais ça n'allait pas plus loin, si vous voulez. C'est-à-dire, la Syrie faisait le strict minimum. Voilà. Mais quand même, ça a gêné, ça a gêné dans une certaine mesure les Israéliens. Voilà. Puisqu'il y avait cet axe Iran, Syrie, Hezbollah. Bon. Maintenant, on a voulu, on s'est juré la chute du régime de Bachar el-Assad. Quoi qu'il fasse, il était condamné à périr. Voilà, il était condamné à s'écrouler. Si on avait voulu le laisser, on l'aurait. Vous savez, de quoi est tombé le régime syrien? Vous savez, l'action militaire qui a eu lieu, c'est juste la goutte qui a fait déborder le dernier petit coup. Parce qu'en fait, ce sont les sanctions qui ont miné le pays, qui l'ont rendu invivable. Aujourd'hui, j'ai entendu un observateur américain dire que même l'armée syrienne n'avait pas de quoi manger à sa fin. Vous imaginez une armée qui est arrivée à un état de famine, de délabrement, etc., parce que les richesses syriennes étaient accaparées par l'Amérique, vous savez, le pétrole, etc. Donc, les frontières principales, les frontières étaient contrôlées. Le boycott et les sanctions affamaient le pays. Ça veut dire vraiment, l'inflation était terrible. Et donc, on l'a détruit on l'a affaibli et détruit de l'intérieur en attendant de porter le coup fatal. Voilà. Et donc, quoi qu'il fasse, le régime d'Assad était condamné à terme. Voilà. Parce qu'on ne voulait pas de lui. Voilà. Et donc, ou alors il aurait fallu qu'il capitule. C'est-à-dire, ils disent, bon, voilà, j'interdis le Hezbollah sur mon territoire, j'interdis l'Iran sur mon territoire, je renonce au nationalisme, etc., etc. Et même là, je ne sais pas si on l'aurait laissé. Et donc, c'est ça, il était condamné, je ne sais pas, moi je l'ai écrit en 2013 dans mon papier, l'axe américano-sioniste a juré sa perte. Et à mon avis, il était, comment dire, le principal opposant, le principal obstacle. Et là, on revient à ce qui se passe aujourd'hui, de ces derniers jours. Bachar el-Assad était le principal obstacle à l'expansion turque et israélienne. Enfin, une petite expansion israélienne, une grande expansion turque. Et je pense que la Turquie s'était dit que le moment est arrivé d'en finir. Voilà, c'est-à-dire les conditions sont mûres pour porter le coup fatal. Parce que la Turquie, probablement qu'elle a préparé son coup depuis pas mal d'années, c'est-à-dire de récupérer ou de retrouver son influence sur au moins le tiers nord de la Syrie ou peut-être la moitié nord. Voilà. Et donc, c'était un obstacle qu'il fallait enlever, qu'il fallait dégager. Oui, alors, j'ai quelqu'un qui veut prendre la parole. Une seconde. Hop. Là. Bonsoir.
quand on avait vu, pareil, les commandants en Irak partir, qui ont entraîné par la suite la chute de Saddam Hussein. Je voulais juste avoir l'avis de M. Cohen, étant donné que nous avons vu des vidéos circuler où, pareil, on a vu des commandants de l'armée syrienne dire aux militaires qui étaient pourtant prêts à combattre de partir. Est-ce qu'ils ont été aussi corrompus de la même manière que les commandants irakiens? Parce que il y a une similitude quand même dans cette frappe. Alors, on parle de corruption de certains généraux ou officiers supérieurs. Je l'ai entendu dans la bouche d'observateurs américains très sérieux, très connus, enfin pour leur sérieux, pour leur connaissance du renseignement, etc. Donc, il semble que des officiers supérieurs aient commandé à leurs troupes de ne pas se battre. Voilà. Donc, on a dû ça aussi, ça a dû faire partie de la préparation à l'avance, c'est-à-dire qu'on est, vous savez, bon, un général, ou un officier supérieur, si on va le voir, il sait que sa situation est très difficile, que l'avenir n'est pas assuré. Alors, on peut aller le voir, on lui dit, voilà, si tu coopères, eh ben, tu auras peut-être $1 million dans un compte en banque, etc. Et si tu ne coopères pas, ben, le jour où on prendra le pouvoir, il t'arrivera ceci et cela. Et donc, mais c'est un fait qu'il y a eu des ordres donnés aux soldats pour ne pas se battre ou de désarmement de troupes. Voilà, ça c'est aujourd'hui, c'est quasiment connu. Mais dans les détails, c'est très difficile d'obtenir des informations exactes, c'est-à-dire concernant tel ou tel, ça c'est difficilement vérifiable, mais c'est un fait que quand ils arrivaient devant une grande ville, tout à coup, on désarmait les soldats, on leur disait, où les soldats fuyaient, les troupes fuyaient, en tout cas les villes tombaient comme si elles n'avaient jamais été défendues. Ça, c'est un fait, voilà. Alors, M. Cohen, il y avait une question plutôt simple. Quel est le talon d'Achille, selon vous, des sionistes? Alors, encore une fois, bon, c'est ma marotte, hein, le talon d'Achille des sionistes, c'est leur légitimité, leur légitimité démocratique, leur légitimité historique, leur légitimité en tant que peuple qui veut vivre en paix sur ce terrain, sur ce territoire, en respectant ses voisins. Voilà. C'est cette vision que, à mon avis, que les Arabes ne savent pas utiliser, cette carte qu'ils ne savent pas utiliser vis-à-vis de l'opinion publique occidentale, la seule qui compte, la vraie qui compte. Et donc, malheureusement, Israël a réussi à imposer une image depuis les années 50, l'image d'un petit pays socialiste, pacifique, désirant la paix. Parce qu'en fait, et c'est ça, là, par exemple, ils ont fait un film qui s'appelle Exodus en 1961, mais il a formaté. Pourquoi les Arabes sont incapables d'en faire autant? Ou d'essayer d'en faire autant. Voilà. Et donc, en fait, moi, je crois que tant que les Arabes ne comprendront pas que si on veut attaquer Israël, c'est sur le côté
comment dire, j'aime pas le terme propagande parce que ça donne l'illusion ou l'impression qu'on fait des choses qui ne sont pas vraies. Pas du tout, au contraire. Il faut savoir exposer. Vous savez, ce n'est pas. euh, Malheureusement, le monde arabe s'est reposé sur les résolutions internationales, mais aussi par faiblesse ou par incompétence. Parce que les Arabes, sur le plan de la propagande et de l'information, sont faibles et incompétents et désorganisés. Ils sont velléitaires, ils ne savent pas s'y prendre. Mais moi, je dis une chose, quand on a de l'argent, ils ont de l'argent, les Arabes, quand on ne sait pas s'y prendre, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va voir une compagnie américaine ou londonienne ou à Stockholm, qui est une société de communication, et on lui dit, voilà, j'ai un budget de 10 millions de dollars, faites-moi une campagne sur ce thème, sur Israël, par exemple. Voilà. Et eux, ils le font. Et donc, et c'est ça, et on revient finalement, on revient au cœur du problème. C'est quoi le cœur du problème? C'est que les Arabes, j'ai l'impression, hein, qu'ils ont développé un sentiment de. Enfin, quand je dis les Arabes, je suis désolé, je ne parle pas de la population, d'accord? Que les choses soient claires, parce que parfois je dis les Arabes, mais quand je dis les Arabes, ça veut dire je pense aux élites arabes, c'est-à-dire aux dirigeants, à ceux qui tirent les ficelles, enfin ceux qui sont aux commandes, voilà. Et aux commandes, il y a pas il y a les militaires, il y a les politiques, il y a les diplomates, il y a les intellectuels, il y a beaucoup de monde, il y a les journalistes, etc. Et donc quand je dis les Arabes, c'est ce genre-là, je vise les gens qui ont un pouvoir, voilà. Et ces Arabes ont développé un sentiment de faiblesse ou d'insécurité ou de trouille vis-à-vis des sionistes. C'est-à-dire qu'il vaut mieux ne pas se frotter à ces gens-là, voilà. Parce qu'on risque, voilà, on risque de se faire taper sur les doigts. Et donc, j'ai donné des exemples sur lesquels on peut travailler pour saper la légitimité israélienne. Et bon, j'avais proposé la semaine dernière, j'avais même dit pourquoi ne pas établir un budget de plusieurs dizaines de millions de dollars et chaque année faire des films de fiction, de documentaires, des campagnes de publicité dans les autobus, dans les cinémas, etc. Mais en s'adressant à des sociétés de communication. Donc, le talon d'Achille d'Israël, c'est comment dire, la propagande, l'information, la légitimité d'Israël. Et c'est ça qui, malheureusement, qui leur donne la trouille aux Israéliens. Et c'est là où ils sont forts. Regardez comment ils sont forts. Ils ont réussi à établir un système, mais ils l'ont fait par la ruse, par la force, par l'intelligence, par la volonté. Donc c'est pas quelque chose qui leur est tombé du ciel, d'accord? Ils l'ont fait, voilà. Donc si eux l'ont fait, pourquoi les autres qui ont des causes justes ne le feraient pas, voilà. Alors justement, là, il y a un commentaire, les compagnies de pub ou autres sont tous aux sionistes. Mais ça, on le sait. Mais justement, Monsieur Cohen, Monsieur Cohen dit que justement, faut investir parce que vu qu'il y a les pays arabes sont riches, ont la possibilité d'investir des millions d'euros ou de dollars pour justement faire de campagnes de pub, mais détenues par les pays arabes. Il y a des compagnies de pub qui sont pro-sionistes, mais il y en a des tas d'autres qui peuvent. Vous leur ramenez 10 millions de dollars, je vous assure, enfin moi, un petit truc, enfin un petit observateur, je peux vous apporter des types à Stockholm, à Oslo. On n'a pas besoin de le faire à New York. Et je suis sûr qu'on peut trouver à Mexico, à Londres, à Stockholm, et même à Paris, où on crée, après tout, on peut créer des sociétés. Non, non, tout n'est pas contrôlé, je suis désolé.
ils contrôlent un certain nombre, mais ils ne peuvent pas contrôler toutes les sociétés de communication. Non, non, je regrette. Ça, c'est un faux, comment dire, c'est un faux débat. Il y a des sociétés de communication, on leur donne le fric et ils travaillent, voilà. Et ils feront le nécessaire. Mais évidemment, si vous allez voir Publicis à Paris, il vous dira non, parce que c'est une boîte sioniste. D'accord. Mais il y a d'autres boîtes qui n'en ont rien à fiche. Vous leur dites, j'ai 10 millions de dollars de budget, je vous assure qu'ils vous feront du très bon travail. Alors, je crois. Ça aussi, voilà une caractéristique des Arabes, malheureusement. Hein. Voilà. C'est-à-dire, il dit, oulala, c'est un monde, il y a les sionistes, on ne peut rien faire. Mais pas, enfin, voilà, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais il faut avoir de la volonté, il faut avoir l'envie, il faut avoir le courage, il faut de la persévérance. Voilà, enfin, en général, ce sont des qualités que beaucoup de dirigeants arabes n'ont pas, malheureusement. Hein, voilà. Alors, il y a un dernier intervenant. Lily, oui. Bonsoir. Salam alaikum, Houari. Bonsoir, monsieur Cohen. Alaikum salam. Oui. Ah, vous êtes gentil, monsieur Cohen. Monsieur Cohen, je ne pensais pas un jour pouvoir m'adresser à vous et je suis profondément enchantée et heureuse. Eh ben, moi de même. Parce que vu votre âge, je me dis à tout moment je peux le rater. Donc là, ça va, je suis contente de vous avoir en ligne. Monsieur Cohen, là, oui. Vu les événements qui malheureusement se précipitent au Proche-Orient, bon, on ne sait pas trop. En fait, j'ai raté le début du live, donc je ne sais pas trop si le sujet concerne bien ce que j'ai vu sur YouTube à propos de ce qui se passe en Turquie et compagnie. Vas-y, va droit au but, s'il te plaît. On est en fin d'émission. Ouais. Oui, excusez-moi. Parce qu'en fait, j'ai vu, il y a un YouTuber que je suis beaucoup sur Internet, je ne sais plus son nom, Christophe Wilkelman, je crois, et il disait que, bon, d'après la CIA, mais je ne sais pas où est-ce qu'il a eu ces informations-là, d'après lui, une guerre civile est possible au sein de la société israélienne en 2025. C'est ça votre question ? Oui. Alors, je ne crois pas. Enfin, ça dépend ce qu'on appelle une guerre civile. Une vraie guerre civile, elle est, je ne crois pas du tout. Voilà. Il y a des ferments de guerre civile, c'est-à-dire il y a des oppositions entre communautés. Vous savez, Israël est un pays de 7-8 communautés qui vivent les unes à côté des autres, qui se détestent cordialement ou pas, mais qui se détestent, qui ne s'interpénètrent pas ou très peu. Et on était, par exemple, il y a 2 ans, lorsqu'il y a eu la réforme de la Cour suprême, il y a eu une moitié d'Israël qui était contre et l'autre qui était pour, et on parlait de guerre civile, mais en fait, ils n'arriveront jamais à cette extrémité-là, parce qu'ils sont conscients quand même qu'ils ne peuvent pas dépasser ce stade où on fera la guerre aux uns et aux autres. C'est impossible. Mais par contre, il y a une telle division intellectuelle, culturelle. Par exemple, le grand schisme, le grand fossé qui sépare aujourd'hui, qui divise la société israélienne et qui va s'élargir d'ailleurs, c'est d'un côté, vous avez tous les libéraux au sens large, c'est-à-dire ceux qui ont envie de vivre sans contrainte religieuses, sociales, etc., qui ont envie de voyager, qui ont envie de faire ce qu'ils veulent le Shabbat, c'est-à-dire le jour de Shabbat sans être emmerdés par les religieux, etc., qui n'ont pas envie d'avoir des contraintes d'ordre religieux, et donc ou d'ordre sentimental, sexuel, par exemple, qui ont envie de vivre en couple comme ils veulent et tout.
Et il y a une moitié, enfin, quand je dis une moitié, c'est à peu près, hein, c'est pas, voilà. Et il y a une moitié qui est religieuse, qui est intégriste et qui a envie d'imposer sa vision intégriste au reste du pays. Voilà. Et donc, c'est ça, en gros, hein, bien sûr. Et donc, ces deux se regardent en chien de faïence, et ce sont les religieux qui vont avoir de plus en plus de pouvoir. Pourquoi? Tout simplement pour des raisons de natalité, pour des raisons démographiques. Et ces religieux sont un peu à l'iranienne, c'est-à-dire sont des gens qui n'acceptent pas la liberté religieuse ou la liberté tout court. C'est-à-dire que plus ils sont nombreux et plus ils vont imposer leur volonté. Par exemple, interdire l'ouverture des restaurants le Shabbat, enfin le jour, vous savez, de repos juif, les transports, etc., la façon de s'habiller. Ils vont imposer, par exemple, une colonisation à outrance, ce que les libéraux ne veulent pas. Et donc, une image d'Israël, par exemple, ou bien la réforme de la Cour suprême. Et donc, cette opposition, elle est idéologique. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une partie des libéraux qui s'en vont, qui quittent Israël parce qu'ils deviennent l'atmosphère, peut-être pas à Tel Aviv et ses environs, mais dans le reste du pays, la situation devient difficile. Vous avez par exemple un exemple simple. Il y a, dans une ville moyenne, il y a quelques mois, il y a une jeune fille de 16 ans qui monte dans un bus, c'était l'été, elle monte en débardeur. Je veux dire, bon, débardeur, eh ben, le chauffeur du bus lui a dit, tu ne montes pas dans mon bus parce que tu es mal habillé. Je veux dire, c'est cette atmosphère-là qui va créer de plus en plus, et ça, c'est inévitable. Voilà. Parce que les religieux prennent de plus en plus d'importance et sont, vous savez, moi j'ai des religieux dans ma famille, comme ça, et ils sont intolérants, voilà, parce qu'ils se croient, ils croient obéir à la parole de Dieu et ils ne peuvent pas supporter que d'autres. Et par exemple, mon frère, qui est un grand religieux, il m'a dit, bon, on joue le jeu de la démocratie aujourd'hui parce qu'on n'est pas suffisamment nombreux, mais le jour où on sera suffisamment nombreux, on imposera la dictature religieuse. Donc c'est ça l'état d'esprit des religieux. Mais ça n'ira pas, il y aura des tensions, mais ça n'ira jamais, à mon avis, vraiment à une guerre civile. C'est-à-dire, il y aura une séparation. Vous savez, à une époque historique, il y avait deux royaumes juifs. Il y avait celui de Juda et celui d'Israël. Et donc, on pourrait, vous savez, certains en parlent d'ailleurs, il pourrait y avoir un séparatisme, comment dire, c'est une fiction, mais certains en parlent, c'est-à-dire une espèce de Cisjordanie qui recréerait un État juif religieux, selon la tradition, selon la Torah, etc., et un État qui serait à Tel Aviv, laïque, dégénéré, etc. Voilà. Mais, à mon avis, il n'y aura jamais une vraie guerre civile. Voilà. Vous voulez qu'on arrête là, Wally, ou il y a une autre question? Alors oui, je crois qu'on a fait un peu le tour. Alors, juste tout à l'heure, vous parliez donc par rapport à la légitimité, donc qui Oui, serait donc le talon d'Achille. oui, Il faut bien sûr préciser aussi de la désunion des pays arabes. oui, oui, bien sûr. Enfin, oui. Enfin, non, vous m'avez posé la question sur le talon d'Achille d'Israël. Oui, Donc, ça n'a rien à voir avec enfin, ah oui. Non, en fait, même s'il n'y avait pas la désunion, même s'il y avait, voilà, supposons, mais rien que s'il y avait 6 ou 7 pays arabes déterminés à mener ce combat idéologique, d'accord, informationnel, etc., ça suffirait. On n'a pas besoin de 22 pays arabes. Il suffirait qu'il y ait 5 ou 6 pays arabes qui ont la volonté de le faire.
et qui mettent les moyens de le faire, ça pourrait se faire. Voilà. Voilà. Alors, Bien sûr, s'il y avait 22 pays, ça serait mieux. tout à fait. Alors, je regarde juste, Monsieur Cohen, avant de clôturer, s'il n'y a pas une autre question. Lily, si tu en as une autre, n'hésite pas. Je regarde juste dans le chat. Ah oui, voilà. C'était donc par rapport aux relations russo-iraniennes. Quel avenir, selon vous, après la chute de Bachar el-Assad? Alors, l'Iran est, comment dire, il a ses chances historiques aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a 4-5 ans. Aujourd'hui, il était un membre des BRICS, il a signé un traité stratégique avec la Russie, il a signé des accords avec la Chine. Donc, c'est un pays qui n'est plus isolé, c'est un pays qui peut s'appuyer sur des structures, sur des soutiens, sur des amis, sur des États costauds, et donc il est moins vulnérable. Voilà. Donc, et je pense que les Américains et les Israéliens réfléchiraient 3 fois ou 10 fois avant de l'attaquer réellement au point de vouloir le détruire. Parce qu'à ce moment-là, je ne pense pas que la Russie et la Chine laisseraient faire. Voilà. Ok, très bien. Bon. J'ai une dernière question, si vous voulez bien, puis après j'arrête. Allez, vas-y. Alors, peut-être que la question a été posée précédemment, mais je l'ai ratée, Monsieur Cohen. C'est à propos de Trump, qui a l'air très, très, très excité avant son investiture. Il a menacé quasiment de mettre à feu tout le Proche-Orient si les otages ne sont pas libérés par le Hamas. Il va vraiment tenir ses promesses, d'après vous? Qu'est-ce qu'il peut faire de plus que ce que fait Israël? Non, mais franchement, non. Enfin, pour moi, ce sont des paroles en l'air. Voilà. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus si les otages ne sont pas libérés? Gaza est détruite à, je sais pas, 90%, 95%. Non, je pense que c'est juste un coup de pression sur le Hamas pour leur dire, bon, voilà, vous avez intérêt à signer maintenant, sinon, dans un mois, ça va être l'enfer. Mais ils vivent déjà l'enfer, donc je ne crois pas que... Voilà, pour moi, ce sont les déclarations qu'on peut assimiler à des moyens de pression, voilà, c'est tout. Ok, très bien. Bon, écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là. On a 1h20 à peu près. Monsieur Cohen, on se donne rendez-vous pour la dernière de l'année 2024, donc vendredi prochain. D'accord. Il me semble que ce sera donc la dernière. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous, toutes et tous. Et je le rappelle, vous avez le lien dans le bandeau. On participe pour notre sœur Nabila Kilani. Bon week-end à vous, Monsieur Cohen. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir. Voilà les amis, donc on se donne rendez-vous vendredi prochain pour la dernière chronique de 2024 avec Monsieur Cohen et peut-être une autre émission entre-temps avec un autre intervenant. Et je le rappelle, les frères et les sœurs, le lien On participe pour notre sœur Nabila Kilani, cette cagnotte qui sera clôturée à la fin de l'année. Donc celles et ceux qui peuvent participer, faites-le, et sinon partagez-la, et bien sûr ça reviendra en intégralité à notre sœur Nabila, avec qui j'ai toujours un petit contact par message, et d'ailleurs qui est très fatiguée en ce moment. Voilà, je lui souhaite un prompt rétablissement et qu'elle continue à faire ce travail qu'elle fait sur le terrain. Allez, je vous souhaite. De quoi il s'agit, s'il te plaît, Grouali, s'il te plaît, je finis juste mon émission et après je te donne la parole. Voilà, donc les amis, on se donne rendez-vous la semaine prochaine et excellente soirée à vous. Salam alaikum.